Vas-y. Il arrive le dimanche, c'était assez significatif. Il montait d'abord, alors sa chambre était en haut, au premier étage. On parle de ton papa, hein. Ouais, voilà. Et à un moment, alors, c'était assez comique parce que tout le monde, tous les jeunes qui étaient là, il y avait Hugo, qui était un fils adopté de Colette, tu vois, il avait 3 4 ans de plus que moi. Hugo, José aussi, qui faisait toujours des blagues, et je t'ai raconté. Peut-être, mais vas-y, tu... José, qui était un neveu de maman l'avait recueilli. D'accord. Alors, par moment, il était soit à Regina, ou du côté du Brésil, tu vois. Il était un peu partout. Là où allait aussi sa maman Mais tu parles de José ou de ton papa, là? José. D'accord. Alors, Mais... tous ces enfants-là ils étaient là le dimanche, comme les autres jours, tu vois. Et puis, à un moment, on surveillait la fenêtre du premier étage. Parce que c'était le premier étage que papa venait à un moment. Il disait, vous pouvez tous monter, hein. Tout le monde savait pourquoi. Parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent au jeu, il avait pris sa part pour lui, tu vois. Et puis, Au jeu, c'est-à-dire? eh ben, je te dis, là où était la... Ah, le billard, d'accord, ok. Il n'y a pas que du billard, il y avait au moins une dizaine de jeux. D'accord. Il y avait le billard, il y avait l'auto, D'accord. un tas de jeux. Et qu'est-ce qu'il faisait alors avec cet argent? Eh ben, c'est lui qui gérait tout ça. D'accord. Et donc, ça, j'ai pas compris, mais quand il disait aux enfants de monter... Quand il disait aux enfants de monter, tout le monde attendait ça. Et on montait, on se bousculait dans l'escalier pour monter. Parce que ça veut dire qu'il avait rangé son argent méticuleusement. Hein. Tel lot pour un tel lot pour un tel lot pour un tel. Ah, il distribuait quand même, alors. Il distribuait l'argent. Il était pourtant pas très généreux, habituellement. Comment? Il était pourtant pas très généreux, habituellement. Moins qu'on le croit. Moins qu'on le croit. Parce que, en fait, Il avait une part de générosité en lui? il y a des dimanches où il arrivait, au lieu de se faire voir à la fenêtre, il fermait les deux volets. Les deux volets, ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il ne donnera pas. Pourquoi il ne donnera pas? Il ne dira pas pourquoi. Il dira, votre maman à Malachi contre moi. D'accord. Alors, on en payait les conséquences. Mais pourquoi il vous distribuait de l'argent comme ça? Il le faisait quand même, donc il avait quand même une certaine générosité en lui. Tu dis non, parce que là... Une générosité, écoute, c'est toujours difficile de dire d'un être humain qui associe ou Bien cela, sûr. tu vois. Bien sûr. Bon, parce que si, par exemple, tu aurais discuté de ça avec Josiane, et tu diras, ah non, il ne faut pas croire que papa était généreux, c'est pas vrai. Tu vois? Non, mais moi je dis qu'habituellement, par rapport à tout ce que tu m'as raconté, qu'il n'est pas généreux, mais là, étonnamment, il fait une distribution d'argent qui lui revient en fait. De l'argent qu'il a gagné, si maman était là aussi, elle était vrai, mais c'est pas de l'argent qu'il a gagné de son travail. D'accord. Il a fait un travail, mais c'est parce qu'il a fait pression sur la dame pour lui laisser la gérance. D'accord. Et chaque fois, la dame disait, vous avez Toute liberté, liberté de faire carte ça. blanche quoi. Absolument. D'accord. Et cet argent-là, donc il distribuait à ses enfants en fait, une partie de cet argent-là? À ses enfants. Mais si tu veux, c'était pas grand-chose, mais pour nous, c'était énorme. Oui. Vous faisiez quoi? Tu faisais quoi avec cet argent? Moi, par exemple, je me rappelle que au bout de 2 ou 3 ans, j'ai acheté un vélo qui coûtait 100, disons, je vois tout le temps, 150 €, tout comme ça. Ah oui, c'est bien, tu as pu t'acheter de l'argent avec un vélo avec cet argent. Tu vois, les autres étaient aptes à dépenser de l'argent. Georges et Josiane, Josiane un peu moins. Mais Georges, il dépensait tout de suite. Tu prodigues, quoi, comme on dit. Ah, absolument, tu vois. Et toi, tu mettais de côté pour avoir envie d'acheter. Moi, je mettais de côté. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. C'était très intéressant. Mais il faut voir, c'était un cérémonial qu'il y avait le dimanche soir, tu vois, où les fenêtres étaient fermées et tout le monde était triste. Mais on comprenait que la fenêtre était fermée, et puis au bout de certain temps, on a compris que c'est fermé parce que il n'y aura rien. Ça n'allait pas avec moi. Ah oui, c'est d'accord. Et quand c'est du reste, papa avait un mot méchant, assez méchant pour un être humain qui dit ça à d'autres. Il disait, dans la maison où je suis le maître ici, personne ne doit être heureux si je ne le suis pas. Alors ça veut dire, je ne donne pas, je ne fais pas de distribution aujourd'hui, parce que votre mère ne l'a pas mérité. Mais ça tombait sur nous. Oui, personne ne doit lui tenir tête, surtout. Oh mon Dieu, lui tenir tête, je crois qu'on ne pensait même pas à lui tenir tête. Mais ta maman lui tenait tête. Je t'ai parlé de cette habitude qu'on avait, quand il revenait du boulot, lui alors, là où il travaillait,
il n'était pas chef du bureau, si tu veux, mais il était chef de bureau. D'accord. Je ne sais pas si tu fais la différence, tu vois. Ouais. Mais donc, il s'était octroyé des après-midi de sieste. Ce à quoi les autres n'avaient pas droit dans le bureau. Bien sûr. Tu vois. Mais lui, il disait, j'ai des dossiers, ce qui compte, ce sont les dossiers. Surtout quand les dossiers sont faits, je suis libre. Et il disait ça à la barre et on su lui Des employés, quoi. tout le monde, surtout. Et il revenait à la maison faire la sieste. Et il s'octroyait le droit de faire la sieste et de ne venir au bureau. Il partait parfois des jours à 5 heures pour le boulot où ça fait même 6 heures. D'accord. Alors que les autres avaient repris depuis 2 heures, 2 heures et demie, ils avaient repris, tu vois. Mais il disait, mais personne ne s'hardit à demander où est M. Chiriga. C'était vraiment le mettre à bord, il voulait être mettre à bord dans son bureau et chez lui, quoi. Il disait, quand je ne suis pas là, ça ne vous regarde pas. D'accord. Tu vois. Et comment lui-même réagissait par rapport au fait que vous jouiez en bas, tous, il y avait du monde, c'est que ça lui... Il était content et fier de pouvoir dire que c'est lui qui a acheté tout ça. D'accord. Tu vois, c'est lui qui a acheté tout ça. Ah. Le jour où il y a pour le calcul. C'est le maître d'œuvre, quoi. Absolument, absolument. Tu vois. Mais, je t'ai dit, il y avait les problèmes des carnets à faire, tu vois. Les carnets, c'était un carnet chez 2 ou 3 Chinois. Et le Chinois m'a appelé chaque fois que je venais. Tu vois. Alors, moi, maman me demandait de refaire le compte, parce que parfois les Chinois se trompaient et tout. Mais parfois, il prenait les 2 carnets, il dit, c'est à moi qui avait ça. Il les envoyait par terre pour vous montrer que c'était lui qui décidait s'il allait payer ou non. D'accord. Et parfois, les Chinois, pendant un mois, ils n'avaient pas leur argent, ils n'avaient pas été payés. Alors, il y en a parfois qui osaient venir à la maison pour dire, monsieur ou madame Chelka, je suis désolé de vous dire que je n'ai pas reçu d'argent depuis tant de temps. Mais bon, s'ils voyaient venir, ils disaient ça à maman, ils disaient ça à nous, mais s'ils voyaient venir papa, ils fuiraient tout de suite. D'accord. Vous n'avez pas de rétention. Oh là là, monsieur Chelka, ils avaient peur de lui comme de monstre. D'accord. Tu vois. C'est cool ça. Il le respectait, c'est tout juste s'il ne se mettait pas à genoux devant lui. Bien sûr. Et ça a duré combien d'années ces jeux en bas là? Ça a duré plusieurs années? Une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Je me rappelle, je suis parti pour l'armée en 60. Non, en 62. Attends, j'ai dit une bêtise. Non, je suis bien parti pour l'armée en 60. Okay. J'ai d'abord, avant de partir pour l'armée, j'ai travaillé à la préfecture. Tu vois, j'ai travaillé donc 1 an et demi à la préfecture. Et après, il y a eu mon service militaire, donc ça a duré 1 an et demi aussi, et tout. Et je suis revenu en Guyane en fin 62. Et je t'expliquais l'histoire déjà, je n'ai pas pu avoir la place où j'avais. J'aurais été tellement content, et tout. Et donc j'ai dit, il n'y a pas de choses à faire, il faut partir pour la France. D'accord, surtout que je discutais avec des gens qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Tous tes amis sont partis, il n'y a presque plus personne. Et là, c'était la fin en fait. Ah oui, c'était vraiment la fin. Il n'y a plus de jeu. Et du reste, pour te dire à quel point c'était la fin, quand je suis revenu de mon service, la maison en question, la maison où on habitait, là, elle n'existait plus. Ah, carrément, vous l'habitiez plus. M. Cicero avait fait tout casser. D'accord. Il avait démoli toute la maison. Pour quelle raison? D'abord, pour lui montrer à M. Chelka qui habitait pendant tant de temps la maison et qui le larguait, tu vois, pour lui montrer que la maison était à lui. D'accord. Il a fait ce qu'il voulait. Tu vois, il a fait démonter, mais il avait construit une maison encore plus grande, en hauteur, tu vois, avec 4 étages, tu vois, et il les a loués. Les a loués, d'accord. Alors, je me rappelle, il a donné une pièce, 2, je crois, à un de ses neveux qui se mariait. Il a dit, voilà, ça sera ta maison pour ta famille, toi. D'accord. Et elle était où cette maison? Tu te souviens de la rue ou... Rue François Arago. Rue François Arago. Rue François Arago, au numéro? Alors nous, c'est le numéro 57. Mais ça n'existe plus maintenant. Je ne sais pas si... Oui, il a donné le même numéro à la maison qu'il a fait. D'accord, donc 57 rue François Arago. 57 rue François Arago. Donc je vais voir, je regarde sur les images. Du reste, en créole, on dit toujours rue Rago. Rue Rago, d'accord. C'était là, il savait bien très bien que c'était Arago. C'était marqué dessus. Mais j'ai dit rue Rago 57. D'accord. Alors quand ils disaient c'est terminé? Non, mais c'est comme tu veux. Quand ils disaient c'est 57 Rago, les gens disaient Caille Jérica. La maison, la case. La caille, c'est la maison.
Alors on disait, c'est pas la peine d'en dire plus, on savait que ça C'était- s'intitulait la maison sur les quais. D'accord. Donc ceux qui sont venus après, tu vois, ils n'ont plus jamais connu cette maison. Non. Et ils n'ont jamais connu l'ambiance qui avait régné. Ah non, non. Voilà. Du reste, moi, quand je suis revenu du service, j'ai habité à la maison qui était à côté, Mhm. qui appartenait à quelqu'un d'autre, ou habitait Tata Paulette, ou habitait Tonton Victor, il y avait Tonton Corneille et tout D'accord. ça. Ok. Alors que quand je suis resté, avant de partir pour la France, j'ai habité chez Tata Paulette. D'accord. Mais quand tu as vu cette maison, qu'elle avait été détruite, tout ça, etc., puis reconstruite. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Ah oui, j'imagine. Oh là là, ça m'a fait. Du reste, je ne savais pas qu'elle avait été détruite. Je l'ai appris après. Et quand je suis allé la voir la première fois, le premier jour où j'ai débarqué sur la Paulette, j'ai dit, mais où est la maison qui était à Tata Paulette? Elle a dit, où là, ne m'en parle pas. Ok. Et tes parents sont allés habiter où alors? Ah ben, papa était venu chez Tata Paulette, il Ah oui, d'accord. logeait chez Tata Paulette, c'était sa sœur, elle Oui, le bien sûr. gardait. Il y avait une chambre pour lui, tu vois, c'est sa sœur. Mais il continuait à voir Sa maîtresse. sa maîtresse, son Et bar. et ta maman? Maman était en France. Ah oui, t'es en France aussi. Et depuis, j'avais revenu. Elle est revenue après une fois ou deux avec Jacqueline, avec Oui, Josiane. avec moi aussi. Ah, mais c'est vrai, tu es allé une fois aussi. Oui, avec un 80, plusieurs fois, une fois. Ouais. Et, Avec maman, Magali, et tu Tati. étais chez Simone alors. Oui, et on avait une petite. On a dormi aussi dans la maison qui t'appartenait avec maman. Je crois. Ah, que maman. Ouais. Enfin, Je connais l'histoire, je connais toute l'histoire, toute l'histoire. Ouais, bon.